Salut mes amis. Nous avons vu dernièrement comment les glucides sont digérés et en fait, ils sont digérés de deux façons successives. D'abord une digestion luminale suivie par une digestion entérocytaire. Celle-ci va avoir lieu au niveau du glycocalyx. Alors maintenant, comment se fait l'absorption de ces glucides, donc qui sont des glucides simples, issus donc de la digestion? Alors l'absorption va se faire selon je dirais de deux façons. Alors, soit grâce à un transport intercellulaire, c'est un transport donc qui va se faire d'une façon, comment dirais-je, passive. Soit, alors celle-ci va avoir lieu bien sûr surtout au niveau du jéjunum, ou alors elle va se faire d'une façon plutôt active et donc il va demander une dépense d'énergie. Alors concernant le transport passif, alors celui-ci va avoir lieu à travers cet espace entre les cellules, à travers ce qu'on appelle la jonction serrée des entérocytes. Ce transport concerne donc tous les glucides simples. Alors, on peut vous citer là le glucose, fructose et galactose. Galactose chez surtout le nourrisson. Alors donc, ces sucres simples vont traverser, ils vont passer à travers cet espace, cette jonction serrée, pour ensuite se retrouver dans la lymphe et dans le sang. OK ? Ce transport se fait selon un gradient de concentration. Ces sucres étant donné plus concentrés dans l'intestin, okay, dans la lumière intestinale et dans le glycocalyx, beaucoup plus concentrés que dans le sang et dans la lymphe, ceux-là donc vont se déplacer selon ce gradient de concentration. Mais c'est pas le même, c'est pas toujours le seul moyen et la seule façon. Donc pour ces sucres simples, pour traverser et passer dans le sang. Ceux-là, on va les citer de nouveau, le glucose, galactose et fructose. Au lieu de passer dans cet espace entre les cellules, ils vont passer cette fois-ci à travers la cellule elle-même, c'est-à-dire à travers l'entérocyte. Alors, je dois vous rappeler que l'entérocyte, avec ses deux faces, vous avez une face qu'on appelle la face apicale et la face basale. Sur la face apicale, vous avez des transporteurs qu'on peut citer là. Vous avez le sodium glucose transporteur 1, SGLT1. Vous avez un autre, le GLUT5. Le glucose et le galactose vont passer dans la cellule grâce à ce transporteur, mais en compagnie. Il s'agit d'un sympore. Ils vont passer avec un sodium. Alors, le sodium, donc, c'est en fait le sodium qui passe à l'intérieur de la cellule et qui va être accompagné de glucose et de galactose. Mais vous devez savoir que le sodium passe dans la cellule parce que sa concentration dans la cellule est moins importante qu'à l'extérieur de la cellule. Donc, le sodium passe grâce à un gradient de concentration. Et grâce à ce transporteur, chaque fois qu'un sodium passe, il va passer avec lui
soit une molécule de glucose ou soit une molécule de galactose. Mais la condition sine qua non pour ce transport, c'est l'existence de ce gradient de concentration pour le sodium. Mais vous l'aurez peut-être compris, le sodium passe à l'intérieur de la cellule, donc grâce au gradient de concentration. Mais qu'est-ce qui fait que ce gradient de concentration persiste et existe toujours? Parce que, tout simplement, de l'autre côté de la cellule, côté basal, il y a un transporteur qu'on appelle la NAKTPase, donc qui va puiser dans ce, comment dirais-je, dans le sodium intracellulaire, hein, pour donc l'éjecter dans le sang ou la lymphe, okay, en échange d'un potassium. Okay? Donc, ce gradient de concentration n'existe que parce que de ce côté-là, vous avez la NAKTPase. Donc, si la NAKTPase continue de travailler, le sodium intracellulaire reste inférieur par rapport à la concentration du sodium extracellulaire dans la lumière intestinale. Donc, ce transport de glucose et de galactose dépend en fait de l'activité de la NAKTPase. Parce que si la NAKTPase ne travaille pas, le sodium ici à l'intérieur de la cellule va avoir une concentration élevée. Le sodium extracellulaire ne peut pas passer dans la cellule et par conséquent, le glucose et le galactose ne peuvent pas passer également dans la cellule. Donc, vous voyez ce qu'on a vu ici, ce transport qu'on a vu du côté apical, on peut penser qu'il s'agit d'un simple transport facilité. Ça l'est, mais malheureusement, il est couplé à un transport qui consomme de l'énergie. Et donc, l'ensemble du transport est appelé un transport actif secondaire. Hein? Parce que justement, pourquoi secondaire? Parce qu'on va payer, mais après. Hein? La dépense d'énergie va se faire après, de l'autre côté. Donc voilà. Alors, concernant le fructose. Le fructose, pour traverser la membrane apicale, va faire appel à un transporteur donc du transport facilité. Il s'agit ici d'un transport facilité. Donc, et là, finalement, donc, on va se retrouver avec tous les sucres simples, glucose et galactose grâce au transport actif secondaire, et le fructose grâce au transport facilité. Alors, l'ensemble de ces sucres vont être également pris en charge pour leur transport dans le sang par un autre transporteur. Il s'agit ici d'un transport facilité grâce à la présence du GLUT2 sur la face basale. La digestion des protéines. Hein. Et bon, pareil hein, que pour les glucides, nous avons donc deux types de digestion. Vous avez la digestion luminale et la digestion entérocytaire. Hein. Donc, vous avez deux types d'enregistrement. Excusez-moi, deux types de digestion. Donc, les protéines, je vérifiais là que j'étais en train d'enregistrer. Hein. Donc, je disais que les protéines vont subir d'abord l'action d'une digestion luminale, okay, donc grâce d'abord, hein, ça commence au niveau de l'estomac,
grâce à la présence de la pepsine. Rappelez-vous, hein, le pepsinogène qui donne de la pepsine dans un milieu acide et donc gastrique. Ensuite, grâce aux enzymes pancréatiques au niveau du duodénum, donc ces enzymes qu'on a déjà vues, donc qui sont sécrétées sous forme inactive et donc qui vont être par la suite activées en trypsine, chymotrypsine, élastase et carbopeptidase, donc vont continuer cette digestion luminale. Donc on obtient en fin de compte des acides aminés et des oligopeptides. Alors, concernant leur absorption, pardon, mais avant cela, bien sûr, les protéines donc, subissent également une digestion entérocytaire. Bah, toujours la même chose que pour les glucides. Donc, les protéines et les oligopeptides vont diffuser dans le glycocalyx, okay, et grâce à la présence ici dans le glycocalyx de protéines, pardon, de peptidases entérocytaires, donc on obtient des acides aminés, des peptides et des tripeptides. Alors, ces acides aminés et ces dipeptides et tripeptides donc, vont passer, vont traverser l'entérocyte. Le but, bien sûr, c'est qu'ils puissent plus tard aller dans le sang. Et donc, c'est ce qu'on va voir là tout de suite après. Alors, le problème, c'est que nous n'avons pas un seul type d'acide aminé. Hein, les acides aminés et les protéines d'une manière générale, les peptides, sont très, très, très variés. D'accord? Et donc, ont des caractéristiques physico-chimiques qui sont très différentes. Pas la même charge, pas le même poids moléculaire, etc. Donc, en fait, il existe plusieurs types de transport. Donc, je vous l'ai dit, hein, parce que tous ces acides aminés n'ont pas les mêmes caractéristiques physico-chimiques. Pour certains acides aminés, un transport facilité est suffisant donc, pour leur transport. D'autres acides aminés vont faire appel plutôt à ce qu'on appelle un transport actif secondaire, exactement le même que celui qu'on a vu pour les glucides. Donc là, en fait, les acides aminés vont donc accompagner un sodium. Donc, vous voyez, un ion sodium qui passe, hein, c'est un sympore. Et l'acide aminé donc, va accompagner le déplacement et le transport de ce cation, qui est donc le sodium. Alors, pour d'autres, il va s'agir, enfin, ça va être la même chose, hein, mais ce sympore concerne également un autre proton, un autre ion, hein, c'est le potassium. Vous voyez là, nous avons trois éléments qui passent en même temps, hein, c'est-à-dire le sodium, potassium et acide aminé. OK? Et dans d'autres cas, nous aurons donc le sodium toujours, mais vous voyez, le sodium existe toujours ici. Hein, donc, vous voyez, sodium et sodium, mais cette fois-ci avec du chlore. Donc, ce transport, vous voyez qu'il est un petit peu complexe. Hein. Le passage donc, va se faire soit en compagnie d'un sodium, soit en compagnie d'un sodium et potassium, soit en compagnie d'un chlore et de sodium. Alors, maintenant, tous ces acides aminés, hein, donc, qui vont se retrouver à l'intérieur de la cellule, vont être également transférés dans le sang et dans la lymphe grâce à un transport facilité sur la membrane basale. Alors là, comme tout à l'heure, comme pour les glucides, ce qui maintient bien sûr ici
une concentration sodium faible, parce que c'est ça le plus important, parce que pour qu'il y ait tous ces transports, il faut que la concentration sodium intracellulaire reste faible par rapport au milieu extracellulaire intestinal, ici. Hein. Donc, et de l'autre côté, bien sûr, hein, ce qui maintient ce sodium bas, c'est toujours la NAK-ATPase. Okay? Et donc, pareil, il s'agit, donc, pour tous ces transports-là, il s'agit d'un transport actif secondaire. Alors, concernant les lipides, alors là, bien sûr, leur digestion va se faire dans la lumière intestinale. Il s'agit d'une digestion donc luminale. Les lipides, hein, environ 20 jusqu'à 30% des triglycérides, vont subir dans un premier temps l'action de la lipase gastrique. Rappelez-vous, je vous ai dit que celle-ci existe même à la naissance et que c'est elle qui va s'occuper de la digestion des lipides, l'hydrolyse des acides, des triglycérides hein, pour le nourrisson. Et donc, on obtient, grâce à cette lipase, des diacylglycérols et des acides gras. Alors, ces mêmes produits de la digestion gastrique, plus tard, lorsqu'ils vont se retrouver au niveau de l'intestin, et donc vont subir une action simultanée et parallèle de la bile et de la lipase pancréatique, cette fois-ci, pour obtenir donc des monoacylglycérols et des acides gras. Alors, ces produits de la digestion vont se retrouver sous forme d'une émulsion, hein, grâce bien sûr à la bile. Hein. Ce sont des toutes petites gouttelettes hein, qui ne dépassent pas 0,5 micromètre de diamètre. Alors, quel est donc le mécanisme d'hydrolyse des lipides? Alors, ici, je vous représente donc une gouttelette lipidique, okay, de l'émulsion, hein, de l'émulsion, donc des gouttelettes qui se trouvent au niveau de l'intestin et qui doivent donc subir l'action de la lipase. Alors, il y a un petit problème parce que justement, la lipase, comme il s'agit d'une protéine, il est plutôt hydrophile. Alors, cette lipase, malheureusement, ne peut pas s'ancrer, ne peut pas se fixer sur la gouttelette lipidique, parce que pour qu'elle puisse justement travailler, pour qu'elle puisse se transformer les triglycérides, cette lipase doit rester fixée sur la gouttelette lipidique. Mais comme elle est lipophobe, d'accord? Lipophobe, c'est-à-dire comme elle n'aime pas la phase lipidique, elle ne va pas rester donc ancrée sur cette gouttelette lipidique. Heureusement, il existe ce qu'on appelle donc la colipase. Or, la colipase est là justement cette faculté, cette possibilité de se fixer et de rester ancrée à la gouttelette lipidique. Et en même temps, elle va fixer et maintenir donc la lipase. Hein. Et donc de cette double fixation que vous voyez là, une fixation sur la gouttelette lipidique et une fixation de la lipase ne va pas aller plus loin, donc elle va rester donc au voisinage immédiat de la gouttelette lipidique. Et donc pour en fait hydrolyser les triglycérides, hein, donc pour obtenir les acides gras et les monoacylglycérols, donc ils vont migrer à l'intérieur de la gouttelette pour être remplacés par d'autres molécules de triglycérides. Donc ça se fait de cette façon. Et vous voyez l'importance de la colipase. Donc sans la colipase, la lipase ne peut pas se fixer sur les gouttelettes lipidiques. Alors les autres lipides, tels que les phospholipides et les esters de cholestérol,
Alors, les phospholipides vont être pris en charge par des lipases, des phospholipases plus exactement, les A2 pancréatiques, pour nous donner des acides gras et de l'acide phosphatidique. Pour les autres composés, les esters de cholestérol, donc vont subir l'action de la cholestérol estérase pancréatique toujours. On obtient donc des acides gras et du cholestérol libre. En fait, donc, tous ces produits de la digestion lipidique, donc les produits d'hydrolyse, bien sûr, vont être absorbés par l'entérocyte et vont être de nouveau transformés en lipides initiaux. Alors, de cette façon, bien sûr, donc les produits de la digestion lipidique, on avait dit qu'il y a le cholestérol libre, nous avons vu qu'il y a aussi des phosphatitides, hein, des lysophosphatidides, plus exactement, des acides gras et des monoglycérides. Alors, tous ces produits donc, vont diffuser, c'est des lipides donc, qui vont diffuser facilement, n'ont pas besoin de transporteurs. Il s'agit d'une diffusion passive. Okay. Alors, tous ces produits, bien sûr, se retrouvent au niveau du réticulum endoplasmique. Okay. Et à ce moment-là, il va y avoir donc de nouveau reformation des lipides d'origine, hein, grâce à des synthétases, hein, des triglycérides synthétases. Donc, on retrouve du cholestérol, mais cette fois-ci estérifié, donc il va être réestérifié. On retrouve donc des phospholipides et des triglycérides. Alors, à partir de ce réticulum endoplasmique, donc il va y avoir formation à partir de la membrane, d'accord, ce qu'on appelle ici des kilomicrons, hein, avec une membrane qu'on appelle la polypoprotéine. Okay. Et ces kilomicrons, donc, qui contiennent tous les lipides hein, qu'on vient de citer, donc, vont se déplacer pour fusionner avec la membrane de base, la membrane basale. Il s'agit d'une exocytose. Et on retrouve ainsi donc, tous les produits tous les lipides, finalement, on les retrouve dans la lymphe, dans les chélifères, et ensuite, on les retrouve au niveau des capillaires. Alors, nous avons vu, durant, bien sûr, tout ce cours hein, sur la digestion, que tous les segments, toutes les parties du tube digestif produisaient, en fait, du liquide et sécréter du liquide dans la lumière du tube digestif. Rappelez-vous, nous avons vu que les glandes salivaires produisaient une quantité importante de salive. Ok, je pense autour de 2 litres par jour. Nous avons vu aussi que l'estomac produisait également une certaine quantité de liquide. Une sécrétion d'environ, si ma mémoire est bonne, autour de 1,5 litre. Nous avons vu également que la bile, ou le foie, grâce à la bile, produisait également et sécrétait une certaine quantité de liquide, d'eau, hein, toujours, il s'agit bien sûr de l'eau. Le pancréas également produisait une certaine quantité d'eau. L'intestin également produit et sécrète de l'eau. Donc, vous voyez, ça en fait des litres. Et finalement, on se retrouve au niveau du dédonum d'un volume ou d'une quantité d'eau équivalente à 10 litres par jour. OK? Alors, bien sûr, ces 10 litres par jour ne vont pas être tous éliminés. Vous imaginez, si on doit éliminer 10 litres par jour, pas possible. Hein? Donc, cette eau produite par le tube digestif doit être normalement réabsorbée. Ben, justement,
parce que là, nous avons donc le duodénum. Ensuite, vous avez le jéjunum et l'iléon. Entre les deux, ici, entre duodénum et jéjunum, vous avez l'angle de Tretz. Alors, mais au niveau du jéjunum et au niveau de l'iléon, vous avez 90% du liquide donc, qui a été produit qui va être réabsorbé et donc qui va repasser dans le sang. Donc, sur les 10 litres produits, 9 litres vont être réabsorbés. Donc, il reste environ 1 litre normalement. Okay, 1 litre qui reste dans l'intestin. Et ensuite, lorsque cette quantité d'eau, ce volume d'eau se retrouve au niveau du côlon, là encore, 90% de ce liquide va être réabsorbé. Hein. Et donc, 900 millilitres vont être réabsorbés par jour. Et ce qui reste finalement, c'est seulement 100 millilitres. Et ce sont les 100 millilitres qui vont se retrouver finalement dans les fesses, hein, dans les excréments, hein, autour de 100 millilitres par jour. Alors maintenant, on quitte l'intestin et on va voir ce qui se passe au niveau du côlon. Alors, quel est d'abord le rôle du côlon? Il joue d'abord, c'est comme l'estomac. Son rôle primordial, c'est bien sûr le rôle d'un réservoir, d'accord? Donc, il va recevoir le contenu en provenance de l'intestin grêle. Dans le côlon, on va quand même observer une certaine activité, hein, importante, telle que la réabsorption du sodium et de l'eau. Hein. Dans le côlon, on peut observer donc une motilité, une motricité, donc, dont le rôle, bien sûr, est de mélanger le contenu afin d'améliorer la digestion, hein, la digestion qui va être ici surtout bactérienne. Le côlon peut également produire des mouvements péristaltiques pour pousser, propulser le contenu jusqu'à l'anus. Alors, nous avons vu que tout à l'heure, donc je vous ai dit que le côlon, son rôle important et primordial, c'est de stocker temporairement les déchets, hein, les fesses. Alors, bien sûr que dans le gros intestin ou le côlon, le péristaltisme n'est pas très actif. Hein. Il y a très peu de mouvements, de propulsion, hein, ce qui fait ici que le transit est beaucoup plus lent que dans l'intestin grêle. Hein. Donc, vous avez environ 24 heures et plus, nous l'avons vu déjà, on en a parlé, 24 heures pour le temps, hein, pour traverser, bien sûr, le côlon. Alors qu'il en faut seulement 12 heures pour la traversée à partir de l'estomac jusqu'à la fin de l'intestin grêle. Vous voyez, c'est au moins deux fois le temps pour la traversée de l'intestin grêle. Alors, durant, justement, parce qu'on va parler encore de la motricité et de la motilité au niveau du gros intestin, durant la journée, on peut observer une certaine activité, donc activité motrice, qui va être irrégulière. Il s'agit essentiellement de segmentation. Rappelez-vous, la segmentation, je vous ai dit, c'est une contraction qui ne se déplace pas. Okay. Alors, le but, bien sûr, c'est de mélanger, mais surtout pour un tassement des matières fécales, hein, et donc ils vont se concentrer, se tasser, ce qui va créer des zones de résistance, une sorte de bouchon en quelque sorte, hein. Donc c'est ce qu'on appelle les zones de résistance.
Et ces zones de résistance vont donc s'opposer, ils vont empêcher la progression des matières fécales et des gaz. Hein. Mais avant, bien sûr, le réveil, hein, c'est le matin, et après chaque repas, surtout le matin, surtout après le repas, et là aussi c'est une question d'habitude et de réflexe. Hein. Alors le repas, après juste qu'on ait pris par exemple son repas, surtout du matin, et surtout s'il est copieux, hein, ce qui se passe chez les Anglais par exemple. Donc on va à ce moment-là observer des contractions, alors des segmentations bien sûr, mais également des mouvements de péristaltisme. Hein. Et cette activité va durer environ 1 heure jusqu'à 2 heures. Alors bien sûr, à ce moment-là, nous allons voir que la matière qui se trouve au niveau du côlon va être poussée. Il va y avoir une progression et ces matières donc, vont s'accumuler de plus en plus dans le côlon. Et ce qui va donc plus tard stimuler la défécation. Alors en moyenne, je dis bien en moyenne, hein, ça dépend des individus, en moyenne, un individu normal a 5 selles par semaine. L'idéal, ça serait 6 ou 7, d'accord, dont le poids donc, va varier entre 50 et 150 grammes. Alors, toujours au niveau du côlon, donc on l'a vu tout à l'heure, il y a une absorption d'eau, bien sûr, mais aussi une absorption d'électrolytes, hein, c'est très important. Hein. Alors, donc, pour le sodium, hein, il s'agit d'une réabsorption qui dépense de l'énergie. Hein. Il s'agit d'un échange sodium-potassium grâce à la NACTPase. Alors, ce même transporteur, la NACTPase, peut être stimulé par l'aldostérone, d'accord, l'aldostérone donc qui va stimuler la réabsorption du sodium. C'est pour ça qu'il agit également sur la tension artérielle, sur la volémie aussi. Hein. Et cette aldostérone hein, donc, est sous la dépendance des corticosurrénales, l'aldostérone, donc voilà, qui en fait est une corticosurrénale. Hein. Donc, là aussi, on peut observer un échange hydrogénocarbonate et chlore et une réabsorption donc d'eau. Hein. L'eau suit souvent le passage du sodium. Okay. L'eau va donc se faire selon les gradients de concentration. Alors, on peut donc, au niveau du gros intestin, au niveau du côlon, l'activité digestive est en fait une activité, ou l'activité métabolique, est une activité bactérienne en fait. Hein. Donc nous avons énormément de bactéries au niveau du côlon. Alors nos bactéries en fait, hein, tous nos bactéries, ben, on en a sur la peau, au niveau des aisselles, au niveau des plis, etc. Donc on en a quand même des bactéries. Mais les 99% de bactéries se trouvent au niveau du côlon. OK? Alors, nous avons presque autour de 400 espèces hein, de bactéries et qui sont toutes anaérobies. Hein. Alors, on s'est déjà amusé donc, à les compter hein, et on a trouvé en fait que vous avez 1 milliard de bactéries par millilitre dans le séquent, c'est-à-dire au niveau du début du gros intestin. Et que ce nombre, cette concentration est multiplié par 1000 fois, hein, puisqu'on retrouve 1000 milliards d'individus, 1000 milliards de bactéries par millilitre dans le côlon gauche
et enfin, qu'on appelle également descendre. Alors, donc toute cette activité bactérienne est nécessaire, d'accord? Elle va intervenir bien sûr dans la dégradation des protéines qui peuvent être endogènes, donc d'origine cellulaire, hein. Les cellules de la paroi du tube digestif lorsqu'ils sont en fin de vie, d'accord? Alors ces protéines vont se retrouver finalement dans la lumière intestinale et donc vont être dégradées par les peptidases bactériennes. Et on obtient donc des acides aminés. Alors ces acides aminés, alors soit ils vont être décarboxylés et on obtient donc des amines volatiles mitogènes, donc ce qui est très bénéfique donc pour l'épithélium intestinal. Donc ça va favoriser la prolifération des cellules, d'accord, en réponse par exemple d'une agression, hein, agression chimique, hein, le milieu où le tube digestif ou la lumière digestive, il règne quand même un environnement très agressif. D'accord? Donc, c'est très bénéfique pour la muqueuse. Ou alors, ces mêmes acides aminés peuvent être désaminés et on obtient donc de l'ammoniac. Alors, l'urée également, donc, qui arrive au niveau du côlon, donc 40% environ, vont aussi ou va aussi subir l'action des bactéries pour donc obtenir ici de l'ammoniac et l'ammoniac va être réabsorbé. Okay, parce que l'ammoniac, donc, dont l'origine, bien sûr, se trouve au niveau du foie, d'accord, et donc se retrouve plus tard dans le tube digestif. Et là, donc, il va être réabsorbé pour retourner, hein, passe bien sûr à la veine porte, il va se retrouver de nouveau au niveau du foie, hein. Donc, vous voyez, vous avez un cycle ici, hein, l'urée. C'est le cycle entéro-hépatique de l'urée. Foie, intestin, intestin donc c'est entéro, et ensuite vers le foie, hein. C'est un cycle, c'est le cycle entéro-hépatique de l'urée. Alors, les glucides qui n'ont pas été absorbés dans l'intestin grêle et qui se retrouvent maintenant dans le côlon. Alors, ces mêmes glucides vont eux aussi subir l'action des bactéries, hein. Nous allons observer donc une fermentation de ces glucides. Cette fermentation va nous donner essentiellement des gaz, hein, ce sont les fameux gaz intestinaux, mais pas que, hein, on verra tout à l'heure, hein, que l'origine des gaz dans le tube digestif ne provient pas uniquement, hein, de cette fermentation. Donc on retrouve des gaz et on retrouve des monosaccharides. Alors ces mêmes monosaccharides, toujours sous l'action des bactéries, hein, on obtient des acides gras volatiles, hein, avec à chaîne courte, et ces acides gras constituent un excellent substrat, hein, pour les cellules de l'épithélium, hein, du côlon. Donc, ils vont avoir de l'énergie, hein, des substrats à utiliser pour produire de l'ATP. Alors, concernant les gaz intestinaux, alors ils proviennent d'abord de l'air avalé, hein, parce que lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, souvent lorsqu'on parle, on peut avaler, hein, de l'air qui va passer dans l'estomac et qui va donc se déplacer également dans l'estomac pour se retrouver plus tard au niveau du côlon. Et puis vous avez, alors donc l'air, hein, vous voyez l'importance des flèches, vous avez une grosse flèche ici, c'est-à-dire que l'air, en fait, l'air du tube digestif et l'air du côlon provient essentiellement de l'air avalé. Donc une petite partie correspond à des gaz produits par le métabolisme bactérien
Et on produit finalement, entre l'air avalé et l'air produit dans l'intestin, on arrive à un débit de 200 jusqu'à 2000 millilitres, c'est-à-dire 2 litres par jour. Alors, finalement, donc la continence, et qu'est-ce qui déclenche la défécation? Alors, ici, c'est un réflexe très complexe, d'accord, et qui est coordonné dans les centres, bien sûr, de coordination et d'intégration se trouve à un niveau supérieur, d'accord, et c'est très compliqué et très complexe, hein. Vous avez les sphincters, donc de l'anus, qui en fait s'opposent bien sûr à une élimination rapide, hein, des déchets, d'accord? Ceci nécessite donc tout un mécanisme qui est coordonné donc, et soumis surtout au contrôle du système nerveux, d'accord? Voilà, donc finalement ce qui déclenche la défécation. Alors, pour conclure, donc nous avons vu qu'il y a un long processus avec bien sûr plusieurs phénomènes parallèles, des actions chimiques, des actions biochimiques, des actions mécaniques, d'accord? Nous avons vu que la progression et les motilités étaient entreprises et contrôlées, maintenues par le système nerveux intrinsèque et que celui-ci reste quand même sous la dépendance du système nerveux autonome extrinsèque, aussi bien le système nerveux parasympathique qu'orthosympathique. Nous avons vu que le système nerveux parasympathique améliorait plutôt la digestion et qu'à l'inverse, le système nerveux orthosympathique l'inhibait, hein. Nous avons vu qu'il existait des glandes annexes donc, au tube digestif et qui donc étaient impliquées dans la formation de sucres nécessaires et obligatoires donc, pour la digestion. Nous avons vu qu'il existe en fait deux types de digestion, une digestion luminale et une digestion entérocytaire, et également que le transport des éléments issus de la digestion, des éléments simples, aussi bien glucidiques, lipidiques ou protéiques, se faisait selon trois mécanismes, hein, qu'on pouvait avoir juste besoin d'une diffusion passive et que celle-ci quand même nécessitait des gradients de concentration, que des fois la diffusion peut être facilitée et donc nécessite un transporteur membranaire, mais sans qu'il y ait une dépense d'énergie. Et nous avons vu finalement que pour certains éléments, obligatoirement, on a besoin d'un transport actif et donc qui demande de l'hydrolyse de l'ATP, que des fois existe un transport actif un peu particulier et spécial qu'on appelle le transport actif secondaire. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé avec cette partie hein, du cours. Donc, je vous suggère donc, si, si vous avez des questions, bien sûr, de me les envoyer. Et je serai toujours disponible pour vous, hein, pour répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite bonne chance et à très bientôt.